Bonjour à tous. Bonjour et merci de nous regarder. Cette semaine, nous allons parler de l'identification des soft skills dans le recrutement et pourquoi c'est un sujet porteur d'enjeux pour les entreprises. Mais aussi s'intéresser aux méthodes et techniques qui en favorisent la détection. Sans plus attendre, nous allons commencer par un extrait du court-métrage « Le changement, c'est maintenant ». Un extrait qui met en scène la prise de conscience de l'importance des soft skills par un candidat un peu particulier. Ça avance à tes recrutements ? Bah écoute, là j'ai un entretien dans 20 minutes avec un candidat, donc CV au top, il a été major de sa promo, et tiens-toi prête, il a marqué tuning et Johnny Hallyday dans son CV. Et franchement, tu me racontes celui-là. Je te raconterai. Bon allez, on y va ? Allez, on y va. Bonjour, Monsieur Progrès, je suis Madame Bonne Augure, enchantée. C'est moi qui vais vous faire passer l'entretien. Bonjour Madame Bonne Augure, merci beaucoup. Et vous avez quand même eu beaucoup d'entretiens avant celui-ci ? J'en ai eu 6, mais ils n'ont pas été concluants. C'est assez étonnant parce que je vois que votre CV est quand même intéressant. Enfin, je veux dire, vous êtes très bien, quoi. Enfin, l'entretien s'est très bien passé avec moi, en tout cas. Disons que j'ai appris de mes erreurs et de mes entretiens précédents. Bonjour Madame Durufus. C'est moi, Monsieur Durufus. Pardon, c'est vous. J'ai eu d'autres entretiens. Et alors ? L'une m'a dit... Vous ne savez pas gérer les conflits. Une autre m'a dit... Vous êtes trop singulier, mais pas dans le bon sens du terme. Et enfin... Ouais, non, pas assez de leadership. Alors, je me suis repris en main. Vous savez, avant ce que les gens pensaient de moi, je m'en fichais. Cet entretien fut un déclic. Mon attitude, ma communication, rien n'allait. Mais aujourd'hui, c'est du passé, car le changement, c'est maintenant. Ah oui, quand même. Et du coup, qu'avez-vous retenu de toutes ces expériences ? Que les soft skills, c'est important. Avant, je n'étais que spécialisé dans le domaine technique. Qu'importe que ma présentation PowerPoint soit pleine de fautes, les faits étaient les faits et les chiffres étaient justes. En plongeant dans le développement personnel, j'ai mûri. Grâce à ce déclic, j'ai changé d'hygiène de vie. J'ai pris soin de mon apparence et j'ai développé mon sens de l'organisation pour être le candidat parfait aux yeux des recruteurs. Pour les entreprises, les compétences transversales sont devenues stratégiques dans un contexte de guerre des talents, notamment à cause de la tension entre spécialisation et polyvalence qui polarise l'ensemble du marché du travail. Je pense que c'est fondamental de pouvoir les détecter sur les différents métiers et sur différents niveaux de qualification. Pourquoi ? Alors, je pense que c'est le cœur de l'activité du RH, mais quand on veut faire une bonne gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, on ne peut pas uniquement se focaliser sur les compétences techniques. Pourquoi ? Parce que les compétences techniques, finalement, elles sont, entre guillemets, mortelles. On voit bien l'émergence des soft skills. Avec 2 candidats, les soft skills souvent l'emportent. Alors, je mets quand même un bémol, dans le sens où, bien évidemment, si vous recrutez un data scientist qui a un vrai savoir-être et qui a des vrais soft skills, mais qui par contre ne sait pas programmer en Python ou d'autres langages, etc., vous allez avoir un sujet. Mais en revanche, pour des métiers comme les nôtres dans la banque, conseiller commercial ou autre, oui, vraiment, les soft skills sont très importantes. Si les entreprises accordent aujourd'hui une grande importance aux soft skills, il ne faudrait pas occulter ou minorer les compétences dites techniques qui doivent continuer à jouer tout leur rôle. Pour rappel, les compétences techniques sont spécifiques à un emploi et sont liées aux connaissances ou aux capacités requises pour l'exercer et sont de ce fait plus difficilement transférables d'un métier ou environnement professionnel à un autre. Concrètes et mesurables, elles s'intègrent facilement dans le processus de recrutement. De fait, ce sont souvent les premières compétences auxquelles les recruteurs vont s'intéresser. Au demeurant, qu'est-ce qui fait qu'une personne progresse dans l'entreprise ? Ses compétences techniques ou bien ses compétences relationnelles et émotionnelles ? En fin de compte, l'un ne va pas sans l'autre et il est donc nécessaire pour les entreprises de trouver un juste équilibre et d'allier au mieux ces 2 types de compétences. C'est-à-dire qu'en termes de formation, avec tous les canaux digitaux qui existent, etc., on sait très bien qu'un collaborateur qui arrive, qui n'a pas une super technique, on va pouvoir l'accompagner très facilement et il va pouvoir vite monter en compétences et se renseigner rapidement. Face à ces outils digitaux, il faut des soft skills
obligatoirement. Il faut pouvoir transposer la fonction aussi en termes de dimension de comportement. Je travaillais comme consultant et on était appelé par la Société des poudres et explosifs en France, très grosse société. On refaisait les descriptions de fonctions des ouvriers. On avait comme mission de transposer les missions en comportement. Pourquoi ? Pour mieux les recruter. Et donc, il y avait un comportement très important pour un ouvrier de la Société des poudres et explosifs, c'était le comportement qu'on avait nommé jugement. Et c'était quoi cette définition? C'était de peser le pour et le contre. Vous voyez bien, en figurer au propre, en quoi c'était important. Donc c'est pour ça que les soft skills, c'est important de les détecter, quel que soit le niveau de qualification, quels que soient les métiers que l'on exerce, parce que c'est ce qui va aussi à un moment donné pour une organisation. C'est pas propre qu'à EDF, mais une petite PME aurait le même raisonnement, une plus grosse PME aurait le raisonnement, et un groupe a encore ce raisonnement-là. De se dire à un moment donné, voilà, j'ai des compétences dans mon entreprise, certes des compétences techniques, mais j'ai aussi des salariés avec des compétences transverses. Et nous, on fait le pari justement de ces compétences transverses et transférables d'un métier à un autre. Un bon acheteur peut devenir un bon RH, un bon communicant peut devenir un bon RH. La mise en avant des soft skills par les candidats répondrait ainsi plus facilement à l'élargissement des profils de poste qu'opèrent les entreprises pour faire face à des difficultés de recrutement. Plutôt que des candidats directement opérationnels dans leur spécialisation, les entreprises ont ainsi tendance à rechercher des profils de collaborateurs susceptibles d'acquérir de nouvelles compétences diversifiées et qui s'adaptent aux changements sur le long terme. Elles apprécient des candidats capables de rebondir ou de faire plusieurs métiers au cours de leur carrière, ce que l'on appelle les profils caméléons. Je vous parlais d'humilité tout à l'heure. Je pense que cette soft skills-là, c'est Sébastien Verdin qui parle, il faut absolument détenir ces soft skills-là si vous voulez être un bon dirigeant, un bon commercial, voilà. C'est mon sentiment. Comment détecter ces soft skills pendant la phase de recrutement? La tâche n'est pas facile. Il existe des points de vigilance, ainsi que des méthodes et des techniques à utiliser pour y parvenir, et ce aux différentes étapes du processus. Les candidats mentionnent souvent des compétences personnelles dans leur CV et leur lettre de motivation. Sachant que tout part du CV, il est intéressant de partir de ces éléments déclaratifs pour creuser ensuite la question des soft skills lors de l'entretien d'embauche. Être attentif à ce stade, c'est justement repérer des indices qu'on peut obtenir d'emblée d'une candidature, permettant peut-être d'isoler les premiers soft skills. Ce que je vérifierai dans un entretien de recrutement, ce serait déjà où en est la personne. Vous avez posé la question de l'inné et de l'acquis. Je ne veux pas savoir si c'est inné ou acquis, mais je vérifierai où elle en est dans la capacité d'observation, de questionnement, d'écoute, de confrontation éventuellement, vous voyez. Peut-être que la première capacité, la plus essentielle, c'est la curiosité. Pour qu'un recrutement se fasse bien, il faut qu'il soit collégial. Donc, il faut que la personne avec qui l'individu qu'on recrute va être recruté soit évidemment partie prenante du processus de recrutement. Il faut que certains pairs de cette personne puissent être partie prenante du recrutement et que, j'allais dire, le patron de la personne qui recrute soit partie prenante du recrutement. Il y a plusieurs avantages à ça. La première, c'est que quand on fait un débrief pour le recrutement, comme on est des personnes ayant des positions différentes dans l'organisation, on peut aussi avoir des points de vue sur qu'est-ce qui serait important que le candidat, donc que la personne sélectionnée, ait vraiment pour bien fonctionner dans son travail. Le deuxième avantage pour le candidat, c'est qu'il a pu avoir une part de vérité de chacun avec des points de vue différents. Et c'est aussi un gage de facilité d'intégration, parce qu'une fois que la décision est prise positivement sur un candidat, il connaît déjà au moins 4 personnes de l'entreprise. Dans ce cabinet, ils mettent en place un processus dans lequel il y a des entretiens individuels avec les candidats. Et à un moment donné, ils font ce qu'on appelle des entretiens de groupe. Donc, ils mettent ensemble dans une salle 10 candidats. Et les 10 candidats vont avoir un problème à résoudre et ils ont 1 heure ensemble pour résoudre le problème qu'on leur présente. Et il y a des observateurs dans la salle. Et les observateurs, ils ont une grille d'observation parce qu'ils cherchent quelque chose.
il existe des limites inhérentes à l'objet même de l'évaluation des compétences comportementales. La posture subjective de l'évaluateur joue un rôle majeur dans le processus d'évaluation car elle introduit un biais que l'intelligence artificielle pourrait permettre de réduire. La mesure et l'évaluation des compétences transverses poussent à prendre des décisions précises en se basant sur un facteur imprévisible, peu mesurable, la personnalité humaine. On s'appuie sur un outil qui s'appelle le Cubix Papy 3 en l'occurrence. Donc c'est un outil développé par PSI Online. Ce questionnaire de personnalité-là est assez intéressant. L'outil va déterminer des traits de personnalité. On va avoir une échelle de 0 à 10 et on va devoir finalement déterminer quels sont les traits de personnalité les plus forts et ceux sans doute un peu plus faibles. Vous vous êtes intéressé dans votre enquête aux tests de personnalité de type Papy, MBTI ou autre. Pouvez-vous partager vos constats? Oui, bien sûr. S'il apparaît que l'utilisation de ces tests ne semble pas systématique dans les entreprises de nos répondants, plus de 2/3 d'entre eux en ont déjà passé au moins un. Et ce, pour une large majorité au sein du cadre professionnel. Absolument, c'est assez net et sans surprise pour 58% d'entre eux, c'est lors d'un processus de recrutement qu'ils ont été amenés à passer ce type de test. On a fait un groupe de travail avec nos directeurs de secteur, donc les managers des agences des secteurs et des opérationnels, donc des directeurs d'agence, pour faire un tour de table sur, pour eux, quels sont les soft skills incontournables dans un métier de conseiller commercial ou conseiller agence. Et par rapport à tout ce qui a été dit, on a fait ressortir celles qui nous paraissaient essentielles pour réussir dans ce métier-là. Donc en fait, vous avez souplesse mentale, capacité à être multitâche, le fameux multitasking, organisation, planification, capacité d'analyse, capacité d'apprentissage mémoire, sens du service client, orientation résultat, ténacité, esprit d'équipe, sens du collectif. On a refondu notre parcours candidat avec un test d'entrée gamifié qui va donc chercher 6 soft skills. Autrement dit, vous candidatez au Crédit Agricole Île-de-France, vous arrivez sur une petite plateforme qui vous propose des jeux qui durent 20 minutes. Et ces jeux vont aller chercher 6 soft skills. Le défi, c'est qu'en fait, ce candidat qui va postuler passe aussi un bon moment. Voilà, il est là le défi. C'est-à-dire que l'expérience du candidat, on la veut réussie. Et comme c'est sous forme de jeu, moi je l'ai fait personnellement évidemment, vous ne savez pas si vous avez réussi ou pas, mais par contre, c'est sympa. Voilà. Alors, nous avons demandé à nos répondants de classer les 3 outils qui, selon eux, permettraient de mieux identifier les soft skills lors d'un processus de recrutement. Si on pondère les résultats obtenus, l'entretien arrive sans surprise largement en tête, suivi des mises en situation. De façon plus rationnelle et méthodique, il existe plusieurs techniques et procédés éventuellement combinés qui permettent de mieux pister les soft skills du candidat au moment de l'entretien ou dans une phase plus longue de mise en situation. Les exercices de simulation et jeux de rôle. Le recruteur pourra alors analyser comment le candidat va se comporter dans une situation donnée, mais surtout découvrir la personnalité du candidat sans essayer de le prendre à défaut. La méthode STAR, situation, tâche, action, résultat, permet quant à elle d'obtenir une vision à 360 degrés du candidat et de ses expériences. De plus en plus utilisée, cette méthode se fonde sur l'analyse d'expériences concrètes qui permettent d'évaluer des comportements passés. Par projection, elle permet donc de savoir si le candidat pourra utiliser correctement une compétence pour le job pour lequel il postule. Les assessment centers, donc ça c'est une chose un peu plus technique, c'est-à-dire il y a vraiment des choses que l'on veut vérifier et la seule façon de faire, c'est de mettre les gens dans des situations. Donc on va leur faire vivre des cas concrets, on va leur faire résoudre des problèmes, on va leur faire présenter une réponse à une question devant un jury, on va leur faire rencontrer un client, un fournisseur, un collaborateur, un patron, que sais-je. En fonction de ce que l'on cherche, on va créer des mises en situation qui vont nous permettre de voir comment fonctionne la personne. Si cette évaluation reste délicate, elle reste possible grâce à une approche multicritère. Il nous faut d'abord déterminer comment cerner la personnalité d'un individu. Il existe de nombreux modèles scientifiques du concept de personnalité émanant essentiellement du champ de la psychologie. L'évaluation, étape indispensable de tout recrutement, se traduit par l'expertise de la personnalité du candidat. Dans l'objectif de poser des critères d'évaluation communs,
la personnalité est devenue un concept stable et reconnu dans le monde scientifique par un consensus de 5 grands traits de personnalité nommés Big Five. Le modèle des Big Five regroupe les traits de personnalité les plus communs sous 5 dimensions. Ouverture, conscienciosité, extraversion, agréabilité, neuroticisme. Quand on regarde, si vous voulez, les protocoles scientifiques qui ont été faits pour mesurer la validité de prédiction d'un certain nombre de techniques, les techniques de recrutement centrées sur le comportement sont parmi les plus fortes au monde. Et la seule technique qui est aussi forte que celle-là, c'est ce qu'on appelle des échantillons de travail. Et la seule technique qui est encore plus forte que ces deux-là, en matière de sélection et de recrutement, ce sont ce qu'on appelle des centres d'évaluation ou assessment centers, qui combinent d'ailleurs des entretiens centrés sur les comportements avec d'autres outils qui permettent effectivement également de mesurer les comportements. Donc on sait que c'est les techniques les plus fiables de sélection dans le monde. C'est dans la perspective d'un jugement équilibré et d'un traitement plus équitable de chaque candidat que les RH ont fait intervenir l'intelligence artificielle dans leur recrutement. L'enjeu est ici de délivrer une appréciation plus objective par rapport à l'appréciation subjective du recruteur lors d'un face-à-face. Il s'agit donc de faire ressortir les informations que le recruteur n'aurait pas pu déduire ou deviner tout seul. L'intelligence artificielle peut ainsi se présenter comme un dispositif complémentaire permettant d'infirmer ou confirmer une impression. L'outil dans l'absolu ne sert à rien si il n'y a pas l'analyse derrière du recruteur et du sourcing partner. Par contre, c'est un vrai outil d'aide à la décision et ça nous sert dans l'échange qu'on a avec le candidat. Tous les outils qu'on déploiera auront toujours pour ambition d'être des outils d'aide à la prise de décision. Et en aucun cas, ils n'auront vocation à décider à la place des recruteurs. Si les résultats, une fois que vous avez revu la personne en entretien, eh bien, vous semblent peut-être pas tout à fait pertinents, mais ne vous interdisez surtout pas de proposer cette candidature, même si l'outil ne dit pas que la personne a le profil idéal pour l'entreprise en question. L'évaluation effectuée par l'IA présentait toutefois des limites dans la mesure où elle a une appréciation à l'instant T, sans tenir compte de l'évolution des compétences. De même, cette expertise artificielle ne tient pas compte des compétences nécessaires et spécifiques pour le poste à pourvoir. Exemple, on peut avoir de l'empathie, mais pas suffisamment pour être un bon manager. L'interprétation humaine est donc indispensable pour apporter une évaluation à 360 degrés et qui apporte de la nuance à des tests d'aptitude trop rigides et figés. On est de plus en plus sur un recrutement 2.0, ça c'est une évidence. On utilise de plus en plus d'outils numériques. L'un des enjeux majeurs dans le recrutement, c'est la maîtrise de la donnée. Pour autant, ça ne fait pas tout. Et il ne faut pas oublier que voilà, il n'y a pas que des machines, mais il y a surtout des hommes à gérer avec toute leur complexité, avec des envies, avec des parcours de vie différents. Donc, un outil pour faciliter les choses, oui, mais qui ne doit pas se substituer à la seule relation entre hommes et femmes de l'entreprise. Voilà, l'intelligence artificielle ne va pas prendre la main sur notre processus de recrutement, quoi. Heureusement, sinon on n'aurait plus de boulot. Nous espérons que vous aurez apprécié ce deuxième épisode. Et nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour le 3e épisode de notre série qui abordera le sujet des leviers de développement des soft skills.